Et pour finir ces conversations, nous allons partir de l'autre côté de l'Atlantique où nous allons retrouver en direct de New York Gérard Araud, ancien ambassadeur de France en Israël, puis aux États-Unis également, ancien représentant de la France à l'ONU. Bonsoir Gérard Araud. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation dans ces conversations. Vous avez passé les 11 dernières années aux États-Unis. J'aimerais peut-être d'abord vous entendre sur ce climat qui règne actuellement côté américain. Est-ce que la colère d'abord qui a marqué ces dernières semaines suite à la mort de George Floyd s'est calmée ces derniers jours ou pas ? Je pense que la colère est en train de se calmer, mais la douleur est toujours là. Vous avez plusieurs éléments, plusieurs couches dans cette crise. Vous avez la question noire, la question de la communauté noire qui n'a toujours pas été résolue 50 ans après la fin de la ségrégation raciale. Par-dessus cela, vous avez eu toute une série d'incidents et maintenant les incidents sont diffusés par médias sociaux. Vous avez un président, Trump, qui a jeté en permanence de l'huile sur le feu. Et ensuite, vous avez le virus. N'oubliez pas que le tiers des victimes du virus sont noirs, alors que les noirs ne sont que 13% de la population américaine. Et vous avez 40 millions d'Américains ont perdu leur emploi. Et parmi ces 40 millions, il y a un nombre disproportionné de noirs. Donc tout s'est ajouté et ça a fait un peu une masse critique pour l'explosion que nous avons vue. Alors, vous parlez d'explosion. C'est le terme que vous choisissez. Oui, c'était inattendu, ça a été brutal, violent, vraiment nul ne s'y attendait, et c'est pour cela que je parle d'explosion. Si on continue dans les comparaisons, moi ce qui me frappe depuis l'élection de Donald Trump, c'est, je dirais, que ce pays est sous tension. Sous extrême tension, vous avez deux Amériques qui ne se parlent plus, qui ne se comprennent plus, et vous avez un président qui délibérément ne choisit pas l'apaisement, ne choisit pas l'unité, mais choisit la confrontation. Donc quand vous avez de telles tensions dans une société, eh bien voilà, il risque à certains moments d'y avoir des explosions dans les rues. Et nous l'avons vu. Gérard Araud, la semaine dernière, plusieurs statues de Christophe Colomb ont été déboulonnées aux États-Unis. Il y a quelques instants, avec mes invités, on parlait de déboulonner Colbert ou d'enlever la nomination de Colbert sur certaines salles de l'Assemblée nationale. Aux États-Unis, c'est la statue de Christophe Colomb qui est en question. On rappelle que c'est à la fois le découvreur de l'Amérique, mais c'est aussi une figure du génocide des indigènes. Est-ce qu'il faut déboulonner les statues de Christophe Colomb outre-Atlantique pour faire avancer l'histoire, selon vous ? Alors là, je dois vous avouer que je vais vous décevoir, je refuse de m'engager dans ce débat. Je suis un diplomate. Et donc le diplomate, il aime bien le débat où il peut y avoir des compromis, où il peut y avoir des arrangements. Là, vous avez deux camps qui sont convaincus d'avoir raison. On est dans le symbole, on est dans le principe. Il n'y a rien de pire qu'un débat de principe, parce que il n'y a pas de compromis dans les débats de principe. Donc, personnellement, je trouverais que déboulonner Colomb n'a pas beaucoup d'intérêt. Entre nous, mettre une statue de Colomb non plus, on n'en a pas beaucoup. Mais je me garde de rentrer dans ce débat qui est stérile, contre-productif. Et je laisse à d'autres de s'engueuler là-dessus, franchement. Alors parlons d'un débat sur lequel vous vous prononcez régulièrement, si vous voulez bien. Je rappelle que vous avez été ambassadeur de France en Israël entre 2003 et 2006. Vous avez d'ailleurs écrit un ouvrage dans lequel vous racontez cette expérience. Passeport diplomatique, c'est sorti il y a quelques mois chez Grasset. Ce qui m'a surpris d'ailleurs en le lisant, c'est que vous y montrez une très grande empathie et une assez grande compréhension de la situation et de la réalité israélienne. Comment comprendre le contraste entre l'auteur de ces lignes et de cet ouvrage avec l'homme qui, sur les plateaux de télévision, y compris chez nous, sur i24 News, il y a quelques mois encore, utilisait le mot apartheid pour qualifier la situation en Cisjordanie ? Alors, bon, revenons là-dessus. Je suis un diplomate, donc j'ai été 8 ans en poste en Israël à 2 reprises. C'était mon premier poste diplomatique en 82 et mon premier poste d'ambassadeur en 2003. C'est un pays qui est très fort, c'est une expérience personnelle qui, pour moi, a été une des plus importantes de ma vie. Je pense avoir, comme vous le dites, une empathie. Un diplomate n'a pas à avoir de sympathie. J'ai une empathie, j'ai l'impression de comprendre comment Israël, pourquoi
les Israéliens réagissent, mais je suis aussi, je vois la réalité. Et donc en Cisjordanie aujourd'hui, vous avez deux populations qui vivent sur le même territoire avec des droits inégaux, avec des Palestiniens qui n'ont pas le droit de construire dans certaines zones, qui n'ont pas le droit d'emprunter certaines routes. Et donc le mot que j'ai utilisé, qui d'ailleurs est utilisé, je vous le rappelle aussi, par un certain nombre d'organisations de défense des droits de l'homme en Israël, et pour moi était aussi un avertissement. Il faut que les Israéliens se rendent compte aussi de la manière dont on les voit de plus en plus à l'étranger. Et s'il y a annexion, par exemple, de la vallée du Jourdain, ce sera encore plus grave. Parce que là, vous aurez des Palestiniens sur leur propre terre, auxquels on ne va certainement pas donner la nationalité israélienne, et ils deviendront étrangers du jour au lendemain sur leur propre terre. Et là, il sera vraiment difficile de combattre cette expression. Cette situation est-elle uniquement la faute du gouvernement israélien ou aussi de l'autorité palestinienne, Gérard Araud? Alors, là vraiment, de nouveau, je vais répondre d'une manière qui va surprendre. Je suis un diplomate et le fait d'avoir tort ou raison n'a aucune importance en relations internationales parce que les deux parties sont persuadées d'avoir raison. Je pourrais pendant 1 heure vous expliquer pourquoi les Israéliens ont raison et ensuite pendant 1 heure pourquoi les Palestiniens ont raison. Vous avez deux narratifs qui s'excluent l'un l'autre. En relations internationales, avoir raison, avoir tort n'a aucune importance. Ce que nous devons faire, c'est trouver une solution. Et une solution, c'est un compromis entre les deux parties. Ce compromis doit être fondé sur quoi? Sur le rapport des forces. Il n'y a aucune paix qui n'a jamais été signée qui ne soit pas une paix fondée sur le rapport des forces. Il y a toujours un vainqueur, il y a toujours un vaincu, et aujourd'hui, il est quand même facile de voir qu'il y a un vainqueur et que le vainqueur, c'est Israël. Voilà. Donc il faut qu'il y ait un traité de paix. Mais un traité de paix avec qui quand l'autorité palestinienne ne veut pas s'asseoir à la table des négociations, Mahmoud Abbas, qui ne veut même pas voir le plan de Donald Trump? Non, mais vous voyez bien que en général, il faut que le vainqueur offre des conditions qui sont acceptables par le vaincu. C'est-à-dire que le vaincu doit évidemment accepter sa défaite, mais il doit quand même obtenir un accord qui est viable pour lui, parce que le vaincu a toujours un choix qui est entre si on lui offre de capituler, il peut aussi se suicider, parce qu'il peut refuser la capitulation. Le projet de Donald Trump est un projet caricaturalement inacceptable par les Palestiniens depuis le début. Vous lisez, vous voyez bien qu'un Palestinien ne peut pas l'accepter. Et donc les Palestiniens ont choisi, alors ils ont les défauts, hein. L'autorité palestinienne, nous connaissons aussi sa faiblesse. C'est un élément, c'est une autorité faible, donc il lui est difficile de prendre des décisions difficiles. Mais nous sommes donc aujourd'hui dans une situation, et de nouveau, ça ne sert à rien de dire c'est la faute des Palestiniens, c'est toujours la faute de l'ennemi, hein. Il y a toujours, vous avez un ennemi en face de vous, il ne faut pas s'attendre à ce que cet ennemi vous aime ou que cet ennemi vous facilite la vie. Voilà. Donc il faut trouver un moyen de faire la paix avec. Voilà, il faut trouver un moyen de faire la paix. Mais je vous rappelle que l'État d'Israël n'a toujours pas défini vraiment ce qu'il veut. Les conditions. C'est un peu facile parce que on le saura le 1er juillet. Ce qui est l'avantage des Israéliens. Voilà, l'avantage des Israéliens sur les Palestiniens, c'est qu'en général, les Israéliens attendent que les Palestiniens refusent. Et les Palestiniens ont une tendance à refuser. Et ensuite, ça permet aux Israéliens de dire « Ah, les Palestiniens ont refusé ». Mais est-ce que les Israéliens ont vraiment accepté? Vous voyez, non, nous sommes dans une situation... dans mon livre, je le dis, j'ai quitté Israël en 2006, je pense qu'il n'y aura pas de paix. Je suis vraiment désolé, je suis extrêmement pessimiste. Je pense que nous avons atteint un niveau où désormais... je ne vois pas de compromis acceptable par les deux côtés, et je trouve, et c'était évidemment épouvantable. C'est un bien triste constat. Gérard, quand même une question, parce que il y a la France dans tout ça, et de tous les pays européens, on a l'impression que Paris est presque la plus active à Bruxelles pour menacer Israël en cas d'annexion. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi pour la France de changer, je sais que vous allez me faire encore une réponse de diplomate, mais est-ce qu'il n'est pas temps pour la France de changer un petit peu de discours, que les éternels éléments de langage de 2 États pour 2 peuples dans les frontières de 67, alors que ce discours n'est plus tellement audible, on est en 2020 aujourd'hui?
Non, mais en plus, ce que vous dites est typique. Moi, j'ai entendu ça pendant à peu près pendant tout mon séjour. Dès que l'Union européenne prend une position contre Israël, aussitôt on dit c'est la faute de la France. Parce que les Israéliens aiment bien taper sur la France, parce qu'au fond, c'est facile, la France, on l'identifie, mais en réalité, c'est faux. À Bruxelles, il y a un grand nombre de pays qui sont absolument sur la même ligne. Vous savez, il y a, en anglais, on appelle ça l'Europe est beaucoup plus divisée que par le passé. Quand il y avait un prince... Vous savez que l'Europe est plus divisée, notamment l'Europe de l'Est, qui ne suivra plus cette ligne-là. Ah ben, vous avez les pays qui sont en train d'évoluer de manière autoritaire avec vous. Mais vous avez toute l'Europe de l'Ouest et sur la même ligne. La France, Emmanuel Macron en particulier, la France n'est absolument pas sur une ligne qui est hostile à Israël. Mais vous savez, dans cette affaire d'annexion, au fond, le statu quo, c'est de loin la solution la plus confortable pour Israël. Le statu quo, ça veut dire qu'Israël garde les territoires, qu'ils n'ont pas de problème, qu'Israël n'a pas de problème avec le statut des Palestiniens, qu'Israël y fait ce qu'il veut, et qu'en plus, Israël est l'allié des pays arabes. L'annexion, à quoi ça sert pour Israël en termes pratiques? Ça va obliger les pays arabes à réagir alors qu'ils n'en ont aucune envie. Ça va obliger les pays européens à réagir alors qu'en réalité, ils n'en ont évidemment aucune envie. Et comme je vous l'ai dit, ça va faire encore progresser dans les opinions publiques l'idée de l'apartheid. Et vous allez embarrasser les communautés juives et surtout la communauté juive américaine. Donc de nouveau, je l'ai écrit hier dans Le Point, d'un point de vue d'intérêt Israël. J'oublie les Palestiniens, j'oublie le droit. Vous écrivez dans les colonnes du Point, en effet, qu'Israël n'a pas intérêt à annexer la Cisjordanie et la vallée du Jourdain. Merci infiniment, Gérard Araud, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans nos conversations en direct avec nous depuis New York. Merci.